La maison a été créée en l'an 2000, on vient tous les deux de longues études d'histoire. Charles-Henri travaillait sur les mercenaires vénitiens au Moyen-Âge et moi je travaillais sur l'Empire byzantin et la notion du barbare dans l'idéologie impériale, et on avait travaillé chacun de notre côté mais en parallèle sur des textes qu'on avait rencontrés, des sources qui nous semblaient avoir des dimensions littéraires qui étaient souvent déconsidérées dans le contexte rigoureusement historique. Et donc on s'est d'abord proposé de publier ces textes-là, de les offrir à la publication. Ça n'a pas marché, on a décidé de les publier nous-mêmes et donc de créer une maison d'édition qui serait fondée sur la publication d'abord de textes anciens qui ont des vertus à la fois documentaires et littéraires. On a cherché et est apparu, Frantz a trouvé ce personnage un peu singulier d'Anacarsis, donc qui est un site de Crimée, qui est d'actualité un petit peu en ce moment. Le fils d'un roi, Scythe, arrive à Athènes, tombe amoureux de la philosophie grecque et puis décide de repartir chez lui pour apporter cette forme de pensée. Et puis il va être assassiné pour avoir voulu pervertir les mœurs. Et en fait, prendre Anacarsis comme figure tutélaire, c'est essayer de regarder le monde de ses marges, de côté, de biais, voilà, pour essayer d'explorer des zones un petit peu inaperçues de la pensée et de l'écriture. Une maison d'édition, c'est un travail cumulatif sur le temps, avec beaucoup de hasard, beaucoup de circonstances qui nous conduisent vers des chemins qu'on n'avait pas forcément prévus. Aujourd'hui, la maison d'édition est constituée par 4 collections principales. La première étant la colonne vertébrale de la maison, qui s'appelle la collection Famagouste, qui est composée précisément de ces textes de littérature ancienne qui proposent un regard vers des horizons lointains à partir des littératures indigènes qui nous permettent de rentrer dans des mondes comme le monde aztèque, le monde de Sumatra médiéval, l'Indonésie, la Chine. On a fait énormément de traductions, c'est 80% de traduction dans notre catalogue. Puis on a une collection essais, beaucoup orientée sur l'histoire et l'anthropologie, qui est un petit peu la dimension spéculative sur les textes de Famagouste. On a ensuite une collection qui est intitulée Les ethnographiques, qui sont des récits d'enquête ethnographiques contemporains, qui sont un peu le pendant de Famagouste aujourd'hui. Et puis enfin, on a la collection fiction, mais peut-être tu veux parler davantage de la collection fiction. Il y avait vraiment une idée que tous ces textes-là, on pouvait y rentrer par le biais de la littérature. Et puis une opportunité est arrivée, un texte, Charlie Galibert, Sistac, un western. Comme en plus on est quand même des amateurs de littérature d'aventure, de genre, finalement, que voir arriver un western comme ça, dans un moment où le western n'était pas du tout à la mode, hein. Gellmeister avait des langes, je crois, et puis d'autres sont arrivés. Et puis des rencontres, et puis quelqu'un nous fait passer le texte d'un Italien qui s'appelle Alberto Ongaro, qui était un ami d'Hugo Pratt, qui a un grand texte d'aventure, on dirait une espèce de revisitation de Dumas, mais avec une forme de modernité complètement... un Dumas voilà, accouché par Fellini. Et voilà, et les textes de littérature sont arrivés à partir de là, avec des particularités. Hein. On s'est rien interdit en fiction, et on continue à rien s'interdire. C'est cumulatif et c'est aussi collaboratif, cette maison d'édition. Et donc il y a quand même des gens qui ont été à l'origine de la maison d'édition dès le début. Je pense à Laurent Calvier notamment, qui est en charge de la collection Philologie. Je pense à la rencontre avec Alban Bensa, bon, qui est mort le octobre 2021, l'année dernière, qui est un peu la colonne vertébrale de la collection en anthropologie. C'est vraiment des personnages extrêmement importants. C'est un chantier qu'on a entrepris il y a un peu plus d'une dizaine d'années maintenant, d'aller investiguer, faire des recherches auprès d'une nouvelle génération d'historiens américains qui ont entrepris de reconstituer, de réévaluer l'histoire nord-américaine à partir notamment de la question du point de vue indigène, du point de vue autochtone, du point de vue de ceux qu'on appelle les Indiens. Donc on a publié une série de textes sur cette thématique-là. Sans doute le plus représentatif de cette génération, c'est un historien américain qui est aujourd'hui professeur à la Columbia, qui s'appelle Carl Jacobi, dont on a publié 3 ouvrages
et qui, par des biais extrêmement novateurs, est en train de reconfigurer véritablement l'histoire de l'Amérique. Il a commencé par travailler sur l'histoire de la création des grandes réserves naturelles aux États-Unis, en se questionnant sur qu'est-ce qu'on fait des gens qui étaient déjà là. Il essaie de retracer l'histoire conflictuelle de la création de ces grands parcs nationaux. L'auteur de La Maison, qui est sans doute le plus reconnu dans la littérature française aujourd'hui, qui est Mika Biermann. C'est un personnage complètement singulier qui voulait être peintre, allemand, qui arrive à Marseille, il a 20 ans, fait une sorte d'objection de conscience. Il voulait faire de la peinture monumentale, c'est pas possible. Et donc il va se servir et de l'écriture et des mots surtout, comme on se sert des couleurs. Là on est véritablement dans le domaine de la fiction pure. Il se joue un petit peu de tous les codes, notamment de tous les genres. Alors il y a une expédition scientifique polaire qui tourne au fiasco, il y a un péplum dans le dernier royaume, la dernière ville des royaumes étrusques, il y a un western quantique, et là il fait 2 œuvres qui sont forme de diptyque où il revient d'une certaine manière à ses premiers amours qui sont la peinture, et il vient de faire 3 jours dans la vie de Paul Cézanne et 3 nuits dans la vie de Borthe Morisot. À la fin d'août prochain paraît Roi, le péplum de Mika Biermann en poche. On a lancé une collection de poches qui s'appelle Griffes, dans laquelle on réinvestit nos titres. On fait quelques inédits aussi. À cette occasion, on va notamment publier une nouvelle traduction d'un grand classique de l'Antiquité, qui est une tragédie d'Échille, qui s'appelle Les 7 contre Thèbes, qui est traduite et commentée et présentée par Pierre Judet de la Combe, qui est un des grands hellénistes de ce moment, qui est le tome 2 d'une série qu'on a lancée. Il y a eu d'abord les Perses, le tome 3 sera Les Suppliantes, de triste renommée désormais. On va publier quand même, je voudrais en dire quelques mots, l'autobiographie d'une indienne, l'autobiographie d'une femme assez extraordinaire, qui s'appelait Sarah Winnemucca, qui est une indienne née dans le Nevada, une indienne Paiute, dont le grand-père était persuadé qu'il fallait collaborer avec les Blancs, parce que les Indiens n'avaient pas les moyens de s'en sortir. Donc il a placé sa petite fille auprès de ranchers américains de Californie, elle a appris l'anglais, et ensuite elle a participé, elle a été impliquée en tout cas dans ce qui s'appelle la conquête de l'Ouest. Donc elle a servi d'éclaireuse à la cavalerie américaine, et en même temps elle a passé son temps d'essayer de pacifier un endroit d'une violence extrême qu'elle raconte. Donc c'est vraiment une femme assez remarquable. Son autobiographie nous plonge dans le cœur de l'existence de ces bandes de Paiutes, et en même temps nous fait retraverser et reconsidérer l'histoire de ce qui s'appelle la conquête de l'Ouest.